Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. C'est parti pour un autre épisode, le deuxième de la nouvelle saison de Processus. Et là, c'est presque le temps d'une nouvelle saison parce que il est en studio! Marco D'Amico, fraîchement débarqué de Nashville. Salut Marco! Bonjour tout le monde. Marty est là, fidèle au poste. Après avoir regardé 45 parties de hockey minimum cette semaine. En forme? En forme certain, un peu fatigué parce que justement on regarde des matchs, on se plaindra pas. Olivier Paiement est au contrôle. Salut les gars, comment allez-vous? Avez-vous passé un premier bon week-end de hockey? Là? Ça commence pour de vrai. Écoute, j'ai pris, dites-le pas ma blonde, j'ai quand même abusé un petit peu de mon temps pour regarder du hockey pas mal. Ça me manquait en fin de semaine. Tu sais, on avait le feeling, là, ça me démangeait de regarder du hockey. J'avais ça en dedans de moi en fin de semaine. Puis là, regardez pas mal de hockey junior, ça a été le fun au bout. On va en parler tantôt, là, un petit bloc sur la LHJMQ, puis le début de l'action dans la Ligue canadienne de hockey. C'est parti un peu partout aux quatre coins du pays. Calibre est rehaussé. C'est une ligue qui est en plein changement, qui va être le fun à découvrir au fur et à mesure que ça va commencer là, à travers la saison. Bien des choses à vous parler aujourd'hui. D'abord, le camp du Canadien, c'est normal. C'est parti. Au moment où vous allez entendre le podcast, il y aura un premier match déjà disputé contre Pittsburgh. On va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe au camp du Canadien. À part de ça, parce qu'on a quand même accordé beaucoup d'importance la semaine passée aux espoirs du Canadien, là, on va aller faire un petit tour ailleurs dans la Ligue nationale, les jeunes qui s'illustrent dans des différents camps d'entraînement, puis les principaux candidats au trophée Calder. Il y a aussi un cas là, bien particulier là, qu'il faut absolument parler. Là. Un gars qui joue à Anaheim, en fait, qui peut pas jouer à Anaheim parce qu'il n'y a pas de contrat. Peut-être que Marco va pouvoir nous éclairer par rapport à ça. Ouais. Marco, d'après moi, va avoir des infos là-dessus. Puis on va terminer justement avec le petit premier week-end dans la LHJMQ et la perle de Marty Thériault. C'est à ne pas manquer. Vous mentionnez que le podcast Processus s'est présenté en collaboration avec Player X. Chez Player X, retrouvez des pièces de collection authentiques de joueurs comme Demidov, Hudson, Stützle, Crosby, McDavid et plusieurs autres vedettes de la LNH. Jersey, rondelles et photos signées certifiées vous attendent sur playerx.ca. Et grâce à PlayerX, qui sont vos gâtes, parmi nos abonnés YouTube, on fait tirer un chandail des Canadiens signé par Lane Hudson lui-même. Le grand gagnant sera annoncé la veille du premier match de la saison. Et ce n'est pas tout. Nos membres Patreon reçoivent aussi un code promo exclusif PlayerX qui leur donne accès à 10% de rabais. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube de la Commission athlétique. Rejoignez notre Patreon et profitez de ces avantages en collaboration avec PlayerX. D'ailleurs, sur notre Patreon, c'est parti, contenu exclusif diffusé au fil de la semaine avec les 4 protagonistes de Processus. Alors, c'est parti, messieurs. Sautons directement dans le vif du sujet. Sur le camp du Canadien, je veux t'entendre, Marco, fraîchement de retour de Nashville, mais tu as toujours tes échos de ce qui se passe au camp du CH. Ça s'est ouvert la semaine passée. Plusieurs matchs intra-équipe. On veut vous entendre. Premier commentaire. Écoute, moi j'ai beaucoup aimé le pace, le patinage que je voyais. Je regardais Arber Xhekaj spécifiquement. Là, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur lui, tellement qu'il bougeait de façon fluide. Et je pense que c'est nécessaire dans son jeu parce que s'il veut vraiment rester dans l'alignement, c'est pas juste l'aspect costaud. Il va devoir aussi être capable d'être mobile sur la glace, utiliser son corps de façon assez adéquate pour casser les jeux et commencer une contre-attaque. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit non seulement ça, mais il fait la contre-attaque lui-même avec son coup de patin. Puis on voit vraiment une belle explosion dans son jeu. Donc pour moi, c'est un joueur à surveiller. Peut-être pas au moment où vous allez regarder cette émission parce qu'il joue pas le lundi, mais on verra peut-être même le mardi. Marty? Ben, je suis d'accord avec Marco, honnêtement. Moi, Arber Xhekaj m'a énormément impressionné. Le rythme, c'est vrai. Je prends le par rapport à l'an dernier. Ouais. Lorsqu'on voyait les joueurs, c'était brouillon. Il y avait beaucoup d'erreurs. Il y avait pas énormément de joueurs qui pouvaient nous retenir notre attention, oui, chez les jeunes, mais également chez les vétérans. Là, je te dirais, cette année, les vétérans, les Nick Suzuki, les Cole Caulfield semblent déjà très en forme. T'as un Ivan Demidov qui s'ajoute avec un Patrick Laine. Eux également sont en pleine forme. Et pour faire du chemin sur ce que Marco disait par rapport à Arber Xhekaj, moi, ce que j'aime bien, c'est il a pris vraiment un peu plus de vitesse avec son patin arrière.
Donc, ça fait en sorte que lorsqu'il est à 1 contre 1, je le trouve beaucoup moins vulnérable que l'an dernier. Ce qu'on lui reprochait beaucoup du côté de Martin Saint-Louis, qui disait, écoute, il est très physique, il est robuste. Parfois, il veut trop être robuste. Donc, de se calmer un peu là-dessus. Ça, je pense qu'il a vraiment fait un travail, mais je pense que parfois, on l'oublie un peu dans le cas d'Arber Xhekaj, mais dans ses 2 camps d'entraînement précédents, il avait eu des blessures. Tu sais, souviens-toi notamment sa saison de 21 ans où il avait subi une blessure à une épaule après une bagarre et tout ça. Ça lui avait pris énormément de temps pour se remettre en forme. Sa saison s'était terminée de cette façon-là. À quelque part, pour te préparer dans un été d'entraînement, ça devient un peu plus compliqué. Tu pars un peu derrière tout le monde. Alors que cette année, il était en forme. Il était en mesure d'avoir un été d'entraînement constant. Il était capable de justement travailler sur sa mobilité. Et je pense que dans ce camp-là, moi, honnêtement, c'est le défenseur. Évidemment que Dalen Hudson et compagnie sont très bons. Mais je trouve que celui qui est le plus amélioré par rapport à l'an dernier en ce moment, c'est Arber Xhekaj. Ouais. Il a perdu un peu de poids aussi, Marco, ça paraît. Hein? Ouais, puis il l'a tout donné à son frère. Ouais, c'est ça. Mais Finalement, Simona, Xhekaj, n'a pas fait grand-chose. Ils ont juste enlevé du poids pour donner à l'autre. je pense qu'elle a fait grand-chose. Là. Ça doit cuisiner. Là, j'ai faim juste en y pensant. Mais si tu regardes un autre joueur que j'ai bien aimé, c'est Vincent Rohrer. Honnêtement, un joueur qu'on parlait qui a signé son contrat d'entrée, donc qui a le droit de venir au camp, même s'il y a encore un contrat avec les Lions à Zurich. Donc, s'il ne fait pas le camp du Canadien, il se doit d'être prêté de façon primordiale en Suisse avant de passer à la Ligue américaine. Il va retourner en Suisse si c'est le cas. Et on le voit vraiment, un joueur qui n'est pas nécessairement le plus gros, mais qui joue gros. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. La complicité qu'il y avait sur le trio avec Joshua Roy, par exemple, je pense que ces deux-là ensemble ont très bien fait le premier match intra-équipe. Et je trouve que lui a vraiment un moteur. Là. On a vraiment un jeune Gallagher avec du patin. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que quand tu commences à modeler le futur de ton 3e et 4e trio, oui, tu as tes gros bonhommes, tu as tes Florian Xhekaj, Tyler Thorpe, Aiden Papanikis, mais tu as besoin d'un joueur comme lui qui est comme un style, un mélange de Paul Byron puis Brendan Gallagher en même temps. Donc pour moi, le voir arriver au camp aussi près physiquement et mentalement, je pense que c'est une très bonne chose. C'en est un qui va avoir de l'action, là, assurément, cette semaine. Ouais. Avant un retour en Suisse, je pense pas là, qu'on est dans une situation où il sort un peu de nulle part au camp puis commence l'année à Montréal un peu à la Oliver Kapanen l'an passé. Là. Ça serait toute une surprise si une chose comme ça arrive. Présentement, c'est quand même un beau bonus de le voir au camp. Ce qui est compliqué un petit peu avec Vincent Rohrer, c'est qu'à un moment donné, si tu commences à comparer la nouvelle profondeur au niveau de l'aile, Zachary Bolduc s'est ajouté. T'as Patrick Laine qui, là, on va toucher du bois quelque part, on va souhaiter qu'il ne se blesse pas, a pris une grosse coche au niveau de la forme et tout ça. Ça, je pense que c'est très bien. Donc, tu sais, tu commences à ajouter des Brendan Gallagher, des Josh Anderson et compagnie. Malheureusement, c'est un peu compliqué pour Rohrer de se tailler une place à moins d'une surprise phénoménal, mais au moins je suis d'accord avec Marco, là, je pense qu'au moins son intensité a été notée, il était capable d'aller au filet. J'ai vu par moment aussi dans le non-verbal, les joueurs qui allaient l'encourager, il semble apprécier justement par cet effort-là, donc ça je pense que c'est très bien, et tu peux même ajouter un Joshua Roy là-dedans, justement, là, le duo qui lui a un camp présentement, on parlait de sa forme physique, on disait que ça s'était beaucoup amélioré cet été, et là son coup de patin a pris une grosse coche, ça fait en sorte qu'il est toujours aussi intelligent dans sa prise de décision, mais maintenant, il est capable de suivre le jeu et ça paraît là, des petites touches de rondelle, il est positionné dans l'enclave, va faire des vies de rondelle, va remettre un Rohrer et compagnie. Là. Moi, je trouve que le gars le plus amélioré en ce moment, c'est Joshua Roy. C'est intéressant de voir ça dans le cas de Roy. Plusieurs ont lancé la serviette dans son cas. Et là, est-ce que c'est pour lui, en quelque sorte, une deuxième prise de conscience, un peu la même qu'il avait fait à Sherbrooke plus tôt dans le junior? Ouais, ben, c'est ça qui est drôle. Hein? Moi, j'ai l'impression que Joshua Roy, tu sais, il y a des joueurs que tu dois prendre un peu plus avec des pincettes. Tu dois être un peu plus psychologue. Tu dois leur donner des tapes dans le dos. J'ai l'impression que Joshua Roy, c'est comme complètement l'inverse. Ouais. J'ai l'impression qu'il est un peu dans la vieille mentalité. Tu dois le fouetter un peu, tu dois lui envoyer des messages. Écoute, Josh, t'es capable de faire mieux. Tu t'en as bien parlé, Stéphane Julien, lorsque Joshua Roy était débarqué à Sherbrooke, sa condition physique était vraiment pas à point. Il avait travaillé là-dessus, avait perdu une 20aine de livres. Et on sait qu'est-ce qu'il avait réalisé à 18 et à 19 ans. Et donc, là, j'ai l'impression que ça a été la même chose. Tu sais, il s'est amené à 20 ans, avait joué une vingtaine de matchs avec les Canadiens. C'est comme si, là, dans sa tête, il était arrivé. Et là, on dirait qu'il est débarqué au camp de l'an dernier, puis il était en retard sur tout le monde. Mm-hmm. Beaucoup moins prêt, beaucoup moins rapide.
Et là, l'organisation, premièrement, lui a fait sentir le message parce qu'il n'a pratiquement pas joué dans la LNH l'an dernier. Et là, clairement, il y a eu un message qui a été envoyé. Il s'est pris pas mal plus en main. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un Joshua Roy qui est justement un peu plus près. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais. Quand on regarde... Vous voulez rajouter quelque chose? Ben, écoute, je pense que c'est le cheminement d'un professionnel. Ou tu te saisis ou tu te saisis pas. Puis je pense qu'il y a eu le message. Puis juste de voir non seulement juste la façon qu'il patine, mais c'est les contacts que j'aime beaucoup. Il est plus apte d'aller dans les coins pour prendre le contact, pour aller chercher la rondelle. Ça, c'est un changement de style de jeu qui va être pas nécessairement le plus apparent durant la saison, mais durant les séries, c'est là que tu te distingues comme joueur de troisième trio, exemple. Parce que si tu regardes l'organigramme, c'est là qu'il pourrait rentrer. S'il rentre, s'il y a des blessures ou quoi que ce soit, tu dois être plus polyvalent dans ton approche. Puis je pense que c'est vraiment cette mentalité-là qui va faire en sorte qu'il va être capable de se tailler une place dans la Ligue nationale, que ce soit avec Montréal ou non. Mais je dis juste... Tu as besoin d'avoir les outils physiques pour jouer ce game-là. On l'a vu à Laval l'année passée. Il a essayé dans les séries de jouer un peu plus physique. Je trouve qu'il a été un peu mieux le long que les séries avançaient. Là, on risque de voir ça sur une saison au complet. Puis ça va aider beaucoup son cheminement. Oui, intéressant. Il y aura probablement le match contre Philadelphie pour se prouver parce que là, au moment où vous allez entendre le balado, le match contre Pittsburgh est déjà joué. C'est pas grave. J'ai hâte de connaître la boule de cristal parce que j'ai deux experts avec moi, ils vont le savoir. De toute façon, comment est-ce que ça va se passer pour certains jeunes. Oliver Kapanen se retrouve à être à la place de Kirby Dach. On est encore prudent avec lui. On va attendre avant de le placer en situation de match. Donc, Kapanen se retrouve avec Laine et Demidov. Est-ce que c'est un vote de confiance pour Kapanen? Comment vous voyez ça? Je pense que c'est un mélange des deux un petit peu. Premièrement, il y a Kirby Dach qu'on veut clairement ménager un petit peu. On veut pas le lancer dans la mêlée trop rapidement. Donc moi, j'ai l'impression que dans le plan de Martin Saint-Louis, ça demeure Kirby Dach qui est là. Cela dit, maintenant qu'on parle de Kirby Dach, comme quoi on veut peut-être y aller étape par étape avec son retour au jeu, ben selon moi, le meilleur candidat après Dach pour occuper ce poste-là, c'est Oliver Kapanen. On l'a vu dans le face-à-face des espoirs. Il a été très bon avec Demidov. Il était capable de le suivre un petit peu au niveau exécution, au niveau rythme de jeu. Capable de travailler dans des situations très restreintes. Donc vraiment capable d'avoir de bons maniements de rondelles et tout ça. Un peu comme il avait fait l'an dernier. Donc ça, c'est pas une surprise. Et tu sais, tu compares les autres candidats. Tu sais, Florent Jacquet a joué peut-être un peu plus à l'aile depuis le début du camp. Même chose pour Owen Beck. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que le candidat le plus logique, par sa chimie avec Demidov et par le fait qu'il a quand même eu du succès, c'est un Oliver Kapanen. Mais par contre, oui, c'est possible qu'il soit très, très bon à partir d'hier soir, si tu veux, là. Mais à un certain moment, le défi pour Kapanen, c'est d'être bon à la fin du calendrier préparatoire. Souviens-toi, l'an dernier, là, son premier match préparatoire, il avait été tout feu, tout flamme. Puis c'était pas le cas à la fin de l'année. Donc lui, c'est vraiment la coche qu'il doit être en mesure de prendre et de s'ajuster d'un calibre Ligue américaine un petit peu à un vrai calibre de la Ligue nationale. C'est ça son défi pour lui. Puis on l'a vu l'année passée durant les séries. Quand il est revenu en Amérique du Nord, c'était pas nécessairement fameux quand il jouait avec le Canadien en fin de saison. C'était pas fameux quand il jouait avec le Canadien en série. Une fois qu'il est arrivé à Laval, ses premiers matchs, pas nécessairement le plus fort, mais le plus que ça l'avançait, le mieux qu'il jouait. Le mieux que son pacing était, le mieux que la rapidité était bonne avec lui. Il suivait pas le jeu, il dictait le jeu à la fin. C'est ça que tu veux voir. Donc, tu regardes pourquoi il est mis dans ce trio-là. Un, c'est l'expérience. Right? C'est le seul des espoirs au centre qui a vraiment de l'expérience approfondie dans la Ligue nationale. C'est Owen Beck a joué un peu, mais on l'utilise plus à l'aile en ce moment. Florian Jacquet, on n'en a pas du tout. Il a déjà joué avec Demidov, ça on le sait. Mais ce que j'aime beaucoup de lui, c'est très bon dans les mises au jeu, très responsable défensivement. Si tu vas jouer entre les deux, de Patrick Laine et Ivan Demidov, tu dois être capable de faire ça aussi. Je pense que c'est le joueur qui fit ce rôle-là le mieux de tous les centres dispo, non nommés Jake Evans. Donc pour moi, regarder ce joueur-là aller, ça va être intéressant ce soir. Je m'apprête à le voir vraiment au centre de la glace. Mais qu'est-ce qui va être très intéressant, sur un trio avec Demidov et Patrick Laine, tu dois être capable de distribuer la rondelle de façon, disons, assez vif. C'est plus un marqueur de but comme centre. Et c'est là, cet aspect-là que je veux voir. Est-ce qu'il va être capable de diversifier la façon qu'il apporte l'offensive? Parce que s'il est capable de faire ça, là, on va vraiment parler d'un joueur avec un potentiel top 9. À suivre. En tout cas, on semble le préférer là plutôt qu'un Beck. Comme tu le mentionnes, Owen Beck, lui, prévu pour jouer avec Sean Farrell et Philippe Méchard.
souvent, on regarde les tendances. Ça dépend beaucoup avec qui tu joues dans un camp d'entraînement. Pour te sortir de là, tu as besoin d'être excellent. Je pense que là, les As sont alignés à ce que Kapanen obtienne une meilleure occasion que Beck au camp. Qu'est-ce que tu en penses, Marco? On verra. Honnêtement, je le dis tout le temps, puis c'est cheap de le dire, là, mais ça joue sur la glace. Je pense que c'est assez direct. Ouais. Mais selon moi, que tu regardes un joueur comme Owen Beck, si tu compares les deux, selon ce que je sais du Canadien de Montréal puis l'organigramme du Canadien de Montréal, le Canadien sont plus high sur l'offensive apportée par Oliver Kapanen que Owen Beck. Ils veulent encore voir Owen Beck prendre une coche offensive, puis ça se peut très bien qu'il commence dans la Ligue américaine cette année. Puis c'est bien correct, honnêtement, pour un choix de deuxième tour. On va lui donner plus de minutes dans le top 6 s'il joue à Laval, donc aucun problème. Mais un gars comme Oliver Kapanen, il est un peu plus vieux, 1 an de plus. Tu te dois de voir qu'est-ce qu'il va te donner. Et honnêtement, quand tu regardes vraiment le depth chart, l'organigramme du centre pour le CH, il n'y a pas beaucoup en ce moment. Donc, tu te dois d'essayer et faire ces expériences-là parce que ça, pour moi, à la fin du camp, ça doit être unanime qui doit être là ou non parce que le Canadien a besoin d'avoir un 13e, 14e attaquant et on verra avec Kirby Dach aussi. Donc, si tu te dois de voir qu'est-ce qu'il peut faire. OK, ben je pense qu'on fait le tour des sujets principaux du camp du Canadien. On vous laisse donner du temps là, aujourd'hui là, pour le deuxième processus de la saison. On va aller faire un tour ailleurs. Parce qu'il n'y a pas juste le Canadien dans la vie. Il y a quand même bien des choses intéressantes à travers la Ligue nationale. Entre autres du côté des Islanders de New York, où c'est l'entrée en scène de Matthew Schaefer, messieurs. On l'a vu à l'œuvre dimanche pour son premier match préparatoire. On a vu de belles choses de sa part, entre autres un repli défensif absolument incroyable où il accuse à peu près combien de distance entre le porteur du disque et où il se trouve en territoire offensif. Et malgré tout, il revient sur l'attaquant des Flyers pour lui soutirer la rondelle. C'est impressionnant ce qu'on a vu de la part de Schaefer sur cette simple séquence. Mais je sais que Marty, tu l'as regardé de près. Qu'est-ce que tu en as pensé du premier choix au total? Puis, tu parlais de l'échappée, là. C'était Matvei Michkov qui était en échappée. Ouais. Puis tu compares les deux au niveau de la vitesse. On s'entend, Matvei Michkov, là, c'était l'une des meilleures recrues l'an dernier. Et Matthew Schaefer doit patiner 2 fois plus vite. Je comprends qu'avec la rondelle, tu patines moins rapidement, là. Mais quand même. Puis il fallait qu'il pivote aussi. J'enlève rien à Matvei Michkov, mais ses 2-3 premiers pas sont pas nécessairement connus comme étant explosifs. Mais c'est dire à quel point Schaefer, c'est impressionnant, les gars. Puis, bon, je me disais que j'ai hâte de voir sur le plan physique. Moi, ma grosse crainte, c'était ça. Est-ce qu'il est capable de se comporter dans les coins, dans les bagarres 1 contre 1 et tout ça? Je dirais, défensivement, il y a eu quelques erreurs de marquage qui ont donné des chances de marquer. Il y a eu notamment une mauvaise passe qui a mené au premier but des Flyers. Là. Mais en général, au niveau vitesse, je me disais, finalement, physiquement, ça s'est très bien passé parce que Schaefer... Puis on s'entend, les Flyers, t'avais beaucoup de vétérans. Là. J'ai parlé de Michkov, t'avais Noah Cates, t'avais des gars comme ça. Ils étaient plus rapides que tout le monde sur la patinoire. Donc, tu vois qu'immédiatement, même si tu tentes de le frapper, c'est pas grave. Avec ses 2 ou 3 premières enjambées qui sont très bonnes, il est capable de transporter la rondelle, il est capable de se joindre dans l'attaque super rapidement. Il devient super difficile à contrer. Au point de dire, puis là, on le voyait qu'il avait beaucoup de confiance, tentait des tirs, son lancer sur réception s'est énormément amélioré. Ouais. Il y en avait déjà un très bon, mais là, il a pris une autre coche. Tu vois que la blessure qu'il a eue durant la fin de la saison passée, je comprends que c'était une blessure à une clavicule, mais qui s'est renforcée à d'autres niveaux dans son entraînement physique et ça a apparu dans le match d'hier. Honnêtement, je le plaçais pas dans mes candidats pour le trophée Calder. Là, je me disais, à 18 ans, t'es un défenseur, c'est plus compliqué. Mais là, premièrement, a été le 2e défenseur le plus utilisé des Islanders derrière Tony DeAngelo. Et moi, de ce que j'ai vu hier, je pense qu'il faut que tu le considères dans les candidats maintenant. Je pense que... Je me demande si c'est pas le meilleur défenseur des Islanders déjà immédiatement. Moi, DeAngelo, je suis vraiment pas un fan. Et là, de voir à quel point il est rapide, qu'il se joint dans l'attaque, qu'il est capable de créer une foule de choses offensivement, faut le considérer dans les candidats au trophée Calder maintenant, je pense. Je pense que oui. Je pense que je le considérais dans les candidats. C'est juste quelle qualité de jeu on va l'offrir. Est-ce qu'on va vraiment le jouer sur la première paire dès le début? Moi, je pense pas que le hype d'un match préparatoire va changer l'organigramme des Islanders. Si tu regardes en ce moment, tu as Palek et Pollock sur le top. J'envie pas les descripteurs de match pour ça. Tu as Romanov aussi, qu'il faut prendre en considération. Tony DeAngelo. Donc, Tony DeAngelo va vraisemblablement avoir la première vague de l'avantage numérique.
Donc, tu sais, déjà là, tu commences à regarder l'opportunité qu'il pourrait avoir en temps de jeu. Oui, je crois qu'il a très bien joué hier. Par contre, défensivement, sur le premier but, c'est le forecheck, malheureusement. Là, c'est l'échec avant qui a fait en sorte qu'il a fait une passe un peu plus risquée, qui est revenu de l'autre bord et il s'est mal positionné pour ensuite contrer la contre-attaque et ça a résulté à un but. On l'a vu un peu plus relax le long que le match allait, mais j'ai toujours une petite crainte avec les défenseurs parce que un défenseur, dans son premier match de recrue ou dans un premier match préparatoire, a l'adrénaline dans le tapis. Puis, n'importe quel jeune, en réalité. Ouais, mais spécialement un défenseur qui n'a pas joué depuis genre 8 mois. Ah ouais, lui, en plus, c'est ça, une longue période. L'adrénaline dans le tapis. Ouais. Fait que c'est normal que ce gars-là patinait comme s'il avait des ailes attachées ou une fusée attachée au patin. Là. Ça, c'est normal. Moi, ce qui me percute, puis que j'ai toujours de quoi y penser, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué depuis la dernière année et demie. Et là, tu vas essayer de le faire jouer 82 matchs sur une première paire. Il va frapper un mur éventuellement. Puis c'est là où je me pose la question. C'est là où c'est plus facile pour un attaquant. Parce qu'un attaquant, tu peux mieux l'entourer. Tu peux lui donner plus de minutes. Tu peux le mettre avec des meilleurs joueurs. Mais avec les Islanders, tu vas-tu vraiment séparer Palek et Pollock? Je pense pas. Eux autres sont comme intimement liés. Exactement. Est-ce que tu vas le mettre avec D'Angelo? Je ne veux pas voir cette paire-là. Ça va être défensivement aïe. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas probablement devoir le jouer sur une troisième paire parce que tu viens juste de signer Romanov à un contrat monstre. Ouais. Right? Tu peux pas le mettre sur une troisième paire après avoir accordé ce contrat-là. Donc, je crois, oui, qu'il va faire partie, puis éventuellement, il va avoir le temps de jeu dans la première paire. Ils l'ont comme confirmé qu'elle allait faire l'équipe. En tout cas, Mathieu Darche... Tu le signes pas. Puis tu le retournes pas dans la Ligue d'Ontario. Pour moi, c'est inné. Là. Ouais. Ça remonte à quand? C'est Owen Power, puis avant ça, c'était Eric Johnson, les premiers choix au Toto qui n'ont pas fait le club dès leur première saison. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais ce que je dirais, c'est que lui, il a le QI hockey pour réussir. Il a le QI hockey pour réussir. Il a tout ce que tu as besoin physiquement pour réussir côté patin. C'est juste l'aspect physique, les répétitions qu'il n'a pas eues, puis de sauter directement de ça à la Ligue nationale, éventuellement, tu frappes un mur. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va être parmi les candidats. Mais un peu comme on a vu l'année passée, il y a certains joueurs qui ont frappé un mur, comme, mettons, Dustin Wolf. Je m'attends un peu à ça dans son cas. Ouais. Parmi les joueurs à surveiller, parce que du côté des Islanders, ça semble vraiment être un reset sur le fly. Ah oui. Et on a profité de la situation, on a vendu Dobson, on est allé chercher 2 bons choix au repêchage. On rajoute évidemment le premier choix total à Mathieu Schaefer, puis on acquiert Maxime Chabanov également, qui débarque de Russie. T'as aimé ce que t'as vu en fin de semaine, Marty? Ouais, exactement. Ben, écoute, ça n'a pas été constant. Là. Je te dirais, sa deuxième, sa troisième période, j'ai trouvé ça un peu plus problématique. C'est que Chabanov, il est très fort lorsqu'il ne garde pas la rondelle longtemps. Ouais. Donc, il savait que la rondelle, là, il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire, remet rapidement, et il est 5 pieds 9 pouces, c'est un petit gabarit. Mais dans la LNH, à un moment donné, si tu ne gardes pas la rondelle longtemps, que tu sois 3 pieds 8 ou tu sois 6 pieds 10 pouces, tu vas pas te faire toucher. Donc, je pense que c'est la clé. Puis là, à un moment donné, il gardait la rondelle un peu trop longtemps. C'est ça qui était plus compliqué en deuxième, en troisième période. Sauf que, simplement au niveau du spectacle, on a parlé de Schaefer, qui est très rapide. On a Tony D'Angelo qui bouge bien la rondelle. T'avais beaucoup de vétérans dans le match hier. Horvat, Matthew Barzal était là. Et Jonathan Drouin jouait sur le trio de Maxime Chabanov. Là, t'as 2 joueurs extrêmement créatifs avec la rondelle, qui bougent de toutes les façons, qui trouvent les lignes de passe, capables de les influencer avec des 2 ou 3 petites touches de rondelle pour simplement ouvrir une ligne. Je vous le dis, moi, les Islanders de New York, c'est probablement l'équipe que je détestais le plus voir jouer dans les... J'allais dire 10 ans, mais même 20 ans. Wow. C'est une équipe qui a toujours été épouvantable à voir jouer, mais de ce que j'ai vu hier, et c'était quand même la majorité des vétérans qui étaient dans la formation hier, la rondelle se promenait, il y avait du coup de patin. C'était excitant. Écoute, peut-être que pour la première fois depuis longtemps, je vais te dire, regardez les matchs des Islanders de New York, parce que là, ils ont vraiment ajouté plusieurs éléments rapides, beaucoup de mains, tout ça. Puis Chabanov, je le placerais pas dans les candidats au Trophée Calder. Je pense que là, justement, des Demidov, des Boyum et compagnie passent devant. Mais je le sauverais quand même parce qu'il a l'avantage de l'expérience. C'est quelqu'un qui est plus avancé en âge. C'est quelqu'un qui est rapide, c'est quelqu'un qui a des mains extraordinaires. Je pense que son gabarit va peut-être lui nuire un tout petit peu. Il y a quand même de la profondeur chez les Islanders. Tu sais, un Carl Palmieri va passer devant lui, un Horvat et des gars comme Anders ça. Lee. Mais je le sauverais quand même. Il y a beaucoup de profondeur à l'aile.
à New York. Ça manque au centre, par contre. Puis je pense que c'est là où que ça va faire plus mal à un Chabanov. Parce que être de son style à lui, c'est pas nécessairement un gars que je crois qu'il va être, mettons comme un demi-dove, un play driver, un gars qui va être capable de mettre son trio sur son dos et le faire avancer. Il va avoir besoin d'un gars qui va être capable de mieux compléter ce trio-là. À date, à New York, on voit pas Barzal comme un centre. Donc, Horvat, Barzal, ça risque d'être ton premier trio. Après ça, t'as qui? Jean-Gabriel Pajot? Richie, peut-être, qui va peut-être faire le saut. Sinon, ça va être difficile. Donc, il y a beaucoup de si dans ce contexte-là, beaucoup plus qu'en défensive. Ils viennent de se rajeunir d'un coup sec et c'est intéressant de voir ça arriver tous en même temps. Maintenant, ça va être à Patrick Roy de tirer les bonnes ficelles là-dessus. Un autre de leurs espoirs, on en parlait, Keyshawn Aitchison, repêché sur un des choix de la transaction Dobson. Lui, il s'est fait frapper solide par Noah Jolson hier en plein centre de la glace. Mais honnêtement, il n'y avait rien de vicieux là. Je sais pas comment est-ce que vous avez vu la mise en échec, mais le jeune homme devra mieux se protéger. Ouais, c'est clair. Mais le pire, c'est que le match d'Aitchison, je le détestais pas nécessairement. Je jouais avec D'Angelo, justement. Puis, tu sais, je trouvais que l'exécution était bonne. Il y avait des bonnes relances. Par exemple, lorsqu'il y avait de la pression, capable d'absorber les mises en échec, de faire rouler la rondelle par la bande. Et il y avait des bonnes sorties de zone. Quand même, certains jeux offensifs, je le voyais en zone adverse, notamment. C'était D'Angelo qui avait la rondelle, a eu la brillance d'esprit d'aller se glisser entre le défenseur, le porteur de la rondelle et les joueurs adverses, donc de couper un peu les bâtons, ça libérait un peu de l'espace. Donc, tu sais, des belles petites touches intéressantes. Mais la mise en échec de Noah Jolson, ça, par contre, et je sais que Marco en a plus à ajouter là-dessus, mais tu peux pas avoir la réputation de défenseur à caractère physique et de te promener avec la rondelle comme ça, avec la tête entre les deux jambes. Et tu sais, Noah Jolson, c'est pas comme si il faisait une mise en échec à la Scott Stevens et qui se cachait derrière le Ken Daneyko des Flyers. Là. On le voit de très loin. Et son intention est évidente. C'est une mise en échec en plein centre de la patinoire. Et je suis désolé, mais il s'est mal protégé. Il regardait par terre et on l'a vu. Là. Semble-t-il qu'il y a plus de peur que le mal. Tant mieux, ouais. Et Aitchison est blessé au jour le jour. Mais ça aurait pu être pas mal plus grave que ça. Oui, absolument. Puis écoute, c'est pas quelque chose qui date de hier. Là. Même sur le plancher de repêchage, on se faisait dire un excellent gars en termes de open ice, en termes de mise en échec. C'est juste... Quand c'est le rôle inversé, il se protège pas nécessairement bien. Et je pense que c'est là où tu as eu la critique. Mais écoute, c'est normal quand tu es un joueur d'émotion, tu t'attends pas à ce que ça soit fait vers toi. Tu es plus l'agresseur dans cette situation-là. Mais c'est quelque chose que tu apprends dans la Ligue nationale. Je pense que c'est une bonne leçon qu'il va apprendre maintenant. Mais autre que ça, je pense que j'ai aimé la fluidité de son jeu. Je pense que pour un autre jeune sur l'adrénaline, il s'est bien contrôlé dans ce contexte-là. Je le voyais pas aussi nerveux sur la glace que, mettons, Schaefer au début. Puis c'est normal, tu joues avec un vétéran comme D'Angelo, je pense que ça calme un peu le jeu. Messieurs, en lien avec le retour de la gamme Response des bâtons TPS, on vous en parlait la semaine passée, mais encore aujourd'hui, on a 2 bâtons à faire tirer. Vous les voyez juste derrière moi. C'est simple, on vous invite à commenter TPS dans les commentaires. Tout ça via YouTube. Et on va tirer au hasard 2 gagnants de l'épisode d'aujourd'hui. TPS, ce sont des bâtons qui en donnent plus de contrôle, moins de vibration, un petit snap satisfaisant qui te dit que tu as frappé juste, que tu sois à l'attaque ou devant le filet, tu vas sentir la différence, une technologie solide, sensation unique, manche précis, palette réactive, prise qui colle bien à la main. Tout est là pour que tu bouges vite, que tu vises juste et que tu gardes le contrôle. Style, précision et impact, TPS donne son 100% à chaque présence, que ce soit pour décocher un tir parfait ou bien stopper une rondelle comme un mur. Alors voilà pour la gamme Response des bâtons TPS. On poursuit notre survol des camps de la Ligue nationale. Ziv Boyum, moi, je vais pitcher ça dans le cours de Marty, je sais très bien qu'il surveille ça de très près au Minnesota. Moi, je m'attends honnêtement à avoir un Boyum immédiatement solide. C'est en plein le style de défenseur que la transition des rangs collégiaux vers la Ligue nationale devrait très bien se produire. Écoute, absolument. Ziv Boyum, au niveau du talent, j'ai eu l'occasion de le voir dans les 2 matchs du camp des recrues du Wild. Il a été flamboyant, t'as vu aussitôt. Tu sais, avec la coche qui est moins grande que les séries de la Ligue nationale de hockey, il y avait une foule de temps, d'espace, transportait la rondelle avec brio. Tu vois qu'il a pris de la force physique également, donc non seulement il est extraordinaire pour voir la patinoire devant lui, de voir les occasions de se faufiler entre tout le monde, mais là, en plus, dans les bagarres 1 contre 1, lorsqu'on tente de le mettre en échec un petit peu, de sortir les épaules, il est encore plus solide. Donc ça, c'est intéressant. La seule chose avec Ziv Boyum,
Et ça va être à surveiller dans les prochains jours. C'est est-ce qu'il va simplement jouer le début de la campagne? Présentement, il est blessé, n'a pas joué avant hier contre les Jets de Winnipeg. On s'attend à ce qu'il soit encore sous la touche pour quelques jours, s'entraîner avec les blessés, notamment Jonas Brodin. Ça, c'est à surveiller, je te dirais, dans le cas de Ziv Boyum. Est-ce que la nature de sa blessure est vraiment sérieuse? Moi, je pense qu'on y va davantage de précaution. Ça, c'est intéressant. Mais là, maintenant, si Boyum, pas si, mais lorsque Boyum va se tailler une place avec le Wild, ce qui est intéressant, j'ai parlé de Brodin. Jonas Brodin va rater de l'action au début de la campagne. Il s'est blessé dans un entraînement estival, lui. Ouais. Mais le fait que Brodin est blessé, ça ouvre automatiquement une place à Boyum au sein du top 4. Tu sais, on parle de candidats pour le trophée Calder. Moi, je me souviens, là, il y a 2 ans, j'avais placé Brock Faber. J'avais dit surveiller-le. Puis là, j'étais pas sûr au début, mais il y avait justement eu, c'était encore Brodin et Spurgeon, s'étaient blessés. Il y avait eu une foule de temps de jeu, s'est retrouvé sur la première paire, puis finalement, Faber est devenu un finaliste au trophée Calder. Qui aurait très bien pu gagner, honnêtement. Ouais. Exact. Et donc, je pense que Boyum, si t'as un Brodin qui rate, je ne sais pas combien de temps, que là, tu vois Boyum, par exemple, avec Jared Spurgeon, par exemple. Et là, tu te retrouves au sein de... Ce serait petit un peu, mais je trouve que s'il y a un rôle important avec du 20, 21, 22 minutes, selon moi, c'est déjà le quart arrière en avantage numérique. C'est le gars qui bouge le mieux la rondelle chez le Wild. Et là, j'inclus Faber, j'inclus Jake Middleton et compagnie. C'est sûr que ça devient intéressant. C'est ça qui est à surveiller, c'est que là, la situation des blessés dans cette équipe-là peut peut-être même ouvrir un poste à Boyum. Tu sais. Écoute, je pense que l'idée est excellente. C'est juste, c'est qui le DG du Wild? Bill Guerin. Bill Guerin aime vraiment pas avoir trop de petits joueurs sur le même trio, sur la même paire. On l'a vu avec ses sélections au camp américain. Il aime ses défenseurs assez gros. Mais quand t'as un Ziv Boyum rendu dans les 11, 12 ou 13e d'un repêchage, t'as pas le choix d'aller le chercher. Donc ça, je comprends côté qualité. Avec Spurgeon, pas nécessairement... je vois pas nécessairement cette paire-là. Avec Faber, absolument. Puis c'est là vraiment où je pense qu'ils vont essayer de le stabiliser à 5 contre 5 et le donner une des vagues de l'avantage numérique pour commencer. Brodin joue primordialement sur le désavantage numérique, pas vraiment sur l'avantage numérique. Donc, il va pas nécessairement prendre ses minutes, disons, unité spéciale. Mais ce que j'aimerais voir de lui, puis c'est ça qui va être vraiment intéressant, à 5 contre 5, quand il jouait à l'Université de Denver, c'était une machine. Il jouait, je crois, c'était 22 minutes. En 5 contre 5 sur une base régulière, c'est incroyable en termes de manger des minutes, mais ça donne plus de touches de rondelle. Ziv Boyum, je le trouve moins efficace le moins qu'il touche la rondelle. Je pense que c'est connexe. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Donc, est-ce qu'on va lui donner la rondelle? Est-ce qu'on va lui vraiment donner le lead là-dessus pour essayer de pousser le jeu à 5 contre 5? Moi, je crois que oui, versus qu'est-ce que Bill Guerin nous a dit aussi chez RG Media. Ce que j'aimerais voir, par contre, puis là, il y a l'opportunité de la blessure. On a parlé de Brock Faber qui a pris avantage de ça il y a 2 ans. C'est si tu mets un joueur comme ça directement sur ta première paire, la division centrale est immense, physique. Ouais. C'est là où je me demande que ça va être quoi l'adaptation. Parce que Ziv Boyum, tu sais, l'année passée, le monde l'attendait dans la NCAA. Il a eu sa saison recrue où il a vraiment été tout flamme dès le début, mais ça l'a pas nécessairement bien parti en début de saison parce que tout le monde l'attendait. Puis il a su s'adapter après, puis il a joué un jeu beaucoup plus, disons, physique ou robuste, et ça l'a aidé durant les séries aussi, vers les championnats. Mais ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que ça va le prendre combien de temps pour le faire dans la Ligue nationale? Parce que ça aussi, ça peut affecter à quel point il va se rendre comme candidat du Calder. On se disait la même chose avec un certain Lane Hudson aussi. Ouais. Mais lui, ça l'a pris mi-novembre, pouf, il était parti. Exactement. Donc, juste de voir que ça va prendre combien de temps. La seule chose pour la première paire, c'est que Jake Middleton et Brock Faber ont vraiment une belle chimie. Ça fait à peu près 1 an et demi que les deux jouent ensemble. Puis, écoute, moi j'étais le premier à être surpris de voir Middleton dans ce rôle-là, mais il a super bien joué l'an dernier. Ouais. Donc, première paire, ça, je pense qu'on peut exclure ça. Je pense que John Hines va garder Middleton et Faber. Mais là, c'est par la suite, parce que la blessure à Brodin t'amène beaucoup de questions. Est-ce que tu veux mettre Zach Bogosian sur la deuxième paire? Moi, je touche pas à ça. Il est beaucoup trop lent. Et là, sinon, t'as David Jiricek. Tu sais, la blessure de Brodin complique les choses. C'est là que je comprends que c'est pas idéal d'avoir Boyum et Spurgeon. T'auras peut-être pas le choix par défaut. C'est ça qui est mais ça serait peut-être... S'ils les mettent ensemble, ça serait peut-être pas la première paire.
Non, c'est ça. Ça, c'est sûr que ça sera pas bon. C'est un peu comme on le voit avec le Canadien de Montréal, ça risque d'être Dobson puis Matheson, alors que tout le monde regarde Lane Hudson. Puis si tu me demandes pour le futur, ça va être qui la première paire, Matheson, Dobson ou Gouli, Hudson? Je pense que ce serait plutôt Gouli, Hudson. Mais c'est aujourd'hui qu'on parle. Donc, c'est pour ça que je pense que peut-être Faber, Middleton serait meilleur pour prendre ces minutes-là, laisser un peu de lousse à Spurgeon, qui a été beaucoup blessé récemment, puis tu es capable de rentrer un gars comme Bouillum un peu plus facilement. Je sais que vous avez regardé les Blues de Saint-Louis. Un petit mot sur Justin Carbonneau. Quand même, des bons matchs pour Carbonneau. Logan Mailloux également a joué un match. Jimmy Snuggerud également pourrait surprendre aussi. Surprendre, en fait, pour moi, fait partie des candidats sérieux au Trophée Calder. Ouais. Si on parlait un petit peu des Blues de Saint-Louis et des espoirs qui s'en viennent. Dans le cas de Justin Carbonneau, ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu sais, souvent chez un jeune joueur, moi, ce que je vais surveiller, c'est est-ce que physiquement, il est correct et au niveau du coup de patin. Je pense que parfois, au niveau rythme de jeu, c'était pas toujours idéal. Il arrivait en échec avant, prenait la mauvaise décision, mais à un moment donné, c'est normal, le rythme est pas mal plus soutenu que dans la LHJMQ. Donc ça, je pense que c'était normal. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que physiquement, il avait pas froid aux yeux. Capable d'aller frapper, capable de s'impliquer avec les joueurs adverses, même contre certains là, qui avaient de l'expérience. Donc ça, j'ai bien aimé ça. Puis ça surprend pas. Je veux dire, quand tu vois jouer avec Justin Carbonneau, c'est quelqu'un qui est toujours exubérant, qui aime quand ça brasse et tout ça. Puis niveau coup de patin, moi, j'ai trouvé qu'il était déjà à l'aise. Il jouait sur un trio dans le premier match avec Dalibor Dvorsky. Je comprends que Dvorsky a de la misère un peu avec son coup de patin, mais c'était pas mal plus une qualité chez Carbonneau qui jouait aussi avec Delon Holloway. Holloway, c'est probablement sa plus grande qualité, le coup de patin, et il était capable de suivre. Ça, c'est intéressant. Il en a remis hier avec un tir sur réception qui a été dévié par Nikita Alexandrov. Donc, c'est intéressant dans le cas de Carbonneau. Moi, je pense que justement, en raison du rythme de jeu, puis le fait qu'à l'aile à Saint-Louis, on a 10 000 candidats, là, Snuggerud en est justement un. Je pense qu'il va retourner à Boisbriand. Mais c'est intéressant de voir justement qu'est-ce qu'il est capable de faire immédiatement puis de voir où il en est dans sa progression. On comprend mieux la transaction Bolduc dans cette optique-là. Beaucoup d'alliés. Il se cherchait un droitier. Et là, Logan Mailloux arrive, il obtient une bonne occasion de bien faire au camp. Oui, écoute, selon ce que moi je me suis fait dire par le monde que je connais à Saint-Louis, c'était absolument incroyable à voir. C'est exactement ça qu'ils s'attendaient. Ils voulaient voir un défenseur mobile. Puis je sais que beaucoup ici ont parlé du jeu défensif de Logan Mailloux. Il vous a entendu. Je pense qu'il a très bien travaillé là-dessus cet été. Il a très bien travaillé avec des joueurs de la Ligue nationale pour essayer de corriger certaines tendances dans son jeu. Écoute, c'est un match préparatoire, là, fait que je ne vais pas me lancer non plus que c'est un joueur transformé, disons. Mais c'est un joueur qui a compris le message. Puis tu l'as vu sur la glace. Il prenait pas trop de risques. Quand il y avait la rondelle, par contre, il essayait d'être créatif. Il bougeait très bien la rondelle sur l'avantage numérique. On l'a vu sur le but de Justin Carbonneau, d'ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup de lui, pas peur de s'impliquer physiquement. Puis lui, quand on s'est parlé cet été, puis qu'il m'a dit, c'est quoi la chose que tu veux apporter de ta game durant les séries de la Ligue américaine le printemps passé? À Saint-Louis, il a dit, écoute, c'est une équipe qui a eu des Chris Pronger dans l'histoire. Ils ont des Colton Parayko maintenant. Moi, je veux faire partie de cette culture-là aussi. Je veux apporter mon jeu physique parce que j'ai le gabarit pour. On le voit présentement exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Mais en plus, il est capable d'apporter de l'offensive. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis du côté de Carbonneau, écoute, quand on s'est parlé, je pense qu'on s'est parlé 2 jours avant qu'il signe son contrat d'entrée. Fait qu'il s'envolait pour Saint-Louis. Puis il me disait, tu sais, j'ai été dit que j'avais une chance réelle de faire ce club-là, donc je me suis mis des bouchées doubles pour vraiment travailler sur mon physique, travailler sur mon jeu two-way, être plus responsable, puis être capable d'identifier des situations d'offensive sans sacrifier le jeu derrière moi. Je pense que ce changement de mentalité-là va faire en sorte qu'il va devenir un meilleur professionnel, que ce soit cette saison-ci ou la prochaine, parce que c'est sa dernière saison junior. Tu n'as absolument pas le choix d'évoluer comme joueur, un peu comme Zachary Bolduc a fait lui-même. Mm-hmm. Donc, quand on regarde un joueur comme Carbonneau, je pense que c'est intéressant de le voir aller, parce qu'on parle tout de leur offensive, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est son détail à la défensive. C'est l'attention qu'il portait le long de les bandes. Le fait qu'il voulait pas mettre son défenseur dans le trouble, donc il faisait le jeu safe au centre. Je pense que c'est vraiment là où tu vas voir s'il va faire le club ou non, parce que un coach comme Jim Montgomery, c'est un coach de détail. Si tu es capable de démontrer que tu comprends les détails, tu as déjà une longueur d'avance. Ouais, puis tout le monde va le dire,
Oui, il y a du développement à faire dans la Ligue nationale, mais pas trop. Faut que tu gagnes. Ouais. Parce que la date de péremption d'un coach dans la Ligue est assez courte. Et ça, tout le monde le sait. Alors, tu veux gagner des matchs tout en développant du talent. Mais ça va être intéressant, Carbonneau, parce que moi, j'ai toujours adoré ce jeune homme-là dans le hockey junior. Connu beaucoup de succès. Je pense qu'il va éventuellement revenir, là, puis il va faire partie d'une excellente équipe avec l'Armada. Ouais. Mais déjà, d'avoir une bonne option au camp, c'est particulièrement intéressant. Donc, je dirais, juste, je ferai attention, je pense qu'il va peut-être avoir son 9 matchs. Ah oui, tu penses qu'il pourrait garder... Moi, ce que je me suis fait dire de l'organisation des Blues, c'est qu'il aimerait vraiment qu'il leur force la main, puis lui donner 9 matchs, puis ensuite le renvoyer bien tranquille dans la Ligue majeure du Québec maritime, et ensuite être vraiment comme tête pour le championnat du monde Canada. Ben, ça fait du sens d'une certaine manière parce que Carbonneau a vraiment songé à aller jouer collégial américain. Puis... Si des Blues lui ont dit, regardez, nous autres, on pense que tu as une chance de faire l'équipe, on va te signer, tu auras l'option de tourner junior, viens-t'en au camp, puis avec l'ouverture d'esprit que ça se peut que tu restes ici. Moi, l'option qu'on m'avait dit, puis Marco peut peut-être plus confirmer que moi, parce qu'il y a peut-être plus d'antenne un peu, mais moi, ce que j'avais entendu dire par rapport à Carbonneau, c'est qu'on avait dit, bon, on connaît la situation salariale pour les salaires minimums sur les contrats d'entrée. Donc, t'as les contrats cette année, t'as ceux de l'an prochain que ça va augmenter. Ce que j'avais entendu dire, c'est que t'as quand même certains joueurs qui vont peut-être attendre jusqu'à l'an prochain pour signer un contrat. Sauf que là, si tu mets ce contrat Carbonneau immédiatement, c'est peut-être justement pour dire, ben écoute, on va te donner le bonbon, on va te donner un 9 matchs, on va vraiment te donner une chance de jouer dans la formation. Ensuite, on te renverra dans les rangs juniors. Mais ça, c'est la chose qu'on m'avait dit. J'avais des doutes, mais là, tu parles du 9 matchs, ça peut peut-être avoir du sens. Il y a une couple de choses là-dedans. Tu as besoin d'un incitatif, bien sûr. Mais une des choses qu'il faut prendre en considération, c'est les 10 matchs et les 40 matchs. 10 matchs, tu brûles la première année de ton contrat. 40 matchs, tu commences le timer pour quand est-ce que tu vas devenir agent libre sans restriction. D'habitude, c'est la règle de 7 ans ou 27 ans. Donc, exemple, Slavkovski, lui, a commencé à 18 ans. Il a signé un contrat de 8 ans, bien sûr, mais s'il n'aurait pas fait ça, à 25 ans, il serait agent libre sans restriction. Donc, c'est deux choses qu'il faut regarder. Dans le cas de Carbonneau aussi, quand tu signes un contrat d'entrée, mais que tu ne joues pas cette année-là en tant que joueur junior, tu te fais quand même verser ton bonus de signature, qui est à peu près 93 000. Ce bonus de signature-là est enlevé de la valeur contractuelle les années à suivre. Donc, s'il gagne son 93 000 cette année, ça veut dire que, si je me trompe, puis quotez-moi pas là-dessus, mais je pense que c'est 950 000, le salaire minimum pour un jeune. Ouais. L'année prochaine, ça va compter pour genre 910. Puis l'année d'après, ça compterait pour 893. Donc, il y a un avantage pour les équipes de la Ligue nationale. Mais ce que je dirais, par contre, puis que le monde ne sait pas, c'est que dans le cas de Carbonneau, après le Summer Showcase des équipes Canada Junior cet été, les Blues l'ont rappelé à Saint-Louis pour vraiment discuter les opportunités qu'il y avait devant lui. Puis c'est là où il s'est fait dire, il y a vraiment peut-être une chance que tu peux faire cette équipe-là, sois prêt. Intéressant. En tout cas, ça vient d'augmenter mon intérêt pour le cas des Blues, messieurs. On va suivre ça de très, très près, ça, c'est sûr. Puis on fera une mise à jour, tiens, à chacun de nos épisodes d'ici à ce que la saison commence. Carbo Watch. Exact, la Carbo Watch. Parlant de la Watch... d'après moi, il y a une couple de partisans à Anaheim qui doivent commencer à être nerveux dans le cas de Mason McTavish. Puis honnêtement, messieurs, très surpris que ce cas-là ne soit pas encore réglé au moment où on se parle. McTavish n'a pas de contrat. Il était rendu à Anaheim, n'a pas signé, a décidé de rentrer au bercail et s'entraîne présentement avec les 67 d'Ottawa. Êtes-vous surpris, Marco? Je veux avoir tes échos là-dessus, sur la situation de McTavish, parce que là, Joel Kenville arrive, puis il n'y a pas un de ses meilleurs jeunes joueurs sous la main pour commencer son camp. Ouais, écoute, tu signes pas un coach comme Quenneville avec tout l'historique qu'il a vécu sans être prêt pour vraiment pousser pour les séries. Donc, déjà là, de partir la saison sans ton centre numéro 2, un peu problématique. Par contre, tu viens de signer un certain centre du nom de Mikael Granlund qui peut prendre sa place de façon temporaire. Donc, tu te mets un peu plus de leverage de ton bord si t'es Pat Verbeek. Maintenant, ce que moi, je me suis fait dire depuis le début de l'été, c'est absolument dans aucun temps est-ce qu'il y a eu des discussions de transactions avec les Ducks par rapport à Mason McTavish et un autre club. Il y a des clubs qui se sont informés, les Canadiens l'ont fait. C'est normal. C'est normal. Écoute, je pense que tout le monde s'informe. Le monde s'informe après moi quasiment de façon quotidienne qu'est-ce qui se passe avec McTavish. D'ailleurs, salut Greg Langto. Mais ce qui fait en sorte que
le monde parle de cette situation-là, c'est parce qu'on regarde l'historique qui a eu lieu avec Trevor Zegras. Right? Trevor Zegras, c'était le même contexte. Finalement, décidé de signer un contrat pont. Parce que dans le cas, lui, il voulait le long terme, puis l'équipe voulait le pont. Il a décidé d'y aller avec le pont. Puis là, tout le monde commence à se poser des questions. Ben là, qu'est-ce qui se passe ici? Ben là, si ça continue à perdurer, ça va faire en sorte que ça va peut-être causer une transaction. Je pense que ça va être plus comme le cas de William Nylander. Ça va aller dans la saison, tranquillo mollo, jusqu'à temps qu'il est capable de signer un contrat avec lequel Pat Verbeek va être confortable. Puis je dois vous dire, mesdames et messieurs, Pat Verbeek n'est pas une personne confortable. Donc, ça va vraiment prendre tout un contrat. On parle en ce moment du fait que le clan McTavish aimerait un contrat à long terme 7 à 8 ans dans les environs de 7,5 à 8 millions. Et avec Anaheim, on parle plus de 3, 4 à 5,5 millions. On est très loin. Il y a un fossé énorme. C'est là. beaucoup de dollars, même si la moyenne annuelle est pas si loin que ça. C'est beaucoup de dollars au long terme. Donc, pour moi, être McTavish, je comprends absolument qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis écoute, la pression va commencer à monter sur Anaheim le moment qu'il commence à perdre des matchs. Ouais. Parce que tu viens d'aller faire la transaction Kreider. Tu es allé signer Granlund. Si ça part pas en canon en début de saison, ou ça n'a pas l'air beau, disons, à la fin de la pré-saison, c'est là où le DG va être un peu poussé à agir. Puis c'est un peu comme ce qu'on a vu avec les Leafs de Toronto. William Nylander a essayé ce pari-là. Les Leafs, c'était la meilleure équipe de l'Atlantique dans le temps. Fait que finalement, le 1er décembre, à genre 3 heures de l'après-midi, donc 2 heures avant la date limite, parce que d'ailleurs, Mason McTavish doit signer avant 5 heures de l'Est en soirée, le 1er décembre pour être éligible à jouer cette saison-là. S'il n'est pas signé après ça, il ne joue pas. Ça va venir vite quand même, là, si on s'entend pas là, sur un contrat, c'est sûr. Honnêtement, Marty, là, les Ducks sans McTavish, est-ce que c'est un club prêt à gagner régulièrement? Ben moi, je pense que non. Je comprends que Michael Granlund peut jouer en tant que deuxième joueur de centre. Ça, c'est clair. Mais moi, personnellement... Il peut dépanner. C'est ça. Il peut dépanner. Moi, je pense que Granlund est meilleur à l'aile et probablement à l'aile droite. Si t'enlèves McTavish, t'as un deuxième joueur de centre que tu n'as pas pour le côté robuste, pour le côté, même s'il est jeune, leadership, pour le côté défensif, tous les aspects dans les deux sens de la patinoire. Lui, une 50aine de points la saison dernière, on s'attend à ce qu'il progresse quand même un peu parce que il commence à être quand même établi dans la LNH. J'ai souvent dit à quel point je vois Leo Carlson avec une énorme progression, mais c'est parce que si t'as pas de deuxième centre derrière, si t'arrives pour comparer, par exemple, avec les Golden Knights de Vegas, les Oilers d'Edmonton, tu sais, si t'as Leon Draisaitl et Draisaitl affronte des Granlund ou des Ryan Strome, c'est pas la même chose. Puis je suis pas en train de dire que McTavish va être Leon Draisaitl, mais c'est simplement que ça donne un avantage. Puis tu sais, par rapport à Marco qui mentionnait à quel point il pourrait signer peut-être durant la saison, moi, j'ai pas le choix de penser que ces joueurs-là, habituellement, partent toujours avec 1 ou 2 coches en retard au niveau de l'exécution du rythme. On dit à quel point une saison, ça se bâtit. Zegras, lorsque ça s'était passé, il y a eu une saison épouvantable. William Nylander, ça a peut-être été sa pire saison dans la LNH lorsqu'il a fait durer le suspense et tout ça. Donc, c'est sûr que l'enjeu salarial, ça, il faut le comprendre. Et Pat Verbeek est quelqu'un qui aime faire durer le suspense là-dessus. Mais pour le bien de McTavish et des Ducks, on a intérêt que ça se règle parce que sinon, ça peut être compliqué. Tu sais. Ouais, en tout cas, ça va être à surveiller. C'est un dossier là, que tout le monde regarde de près dans la Ligue nationale. Mais tu vois, comme le dossier McTavish est plus loin, selon moi, que le dossier Luke Hughes. Ouais. Parce que ça, c'est les deux. Puis la raison pourquoi ça perdure aussi, puis ça, c'est une autre chose qu'il faut ajouter, il y a une nouvelle ère du cap salarial en ce moment. Le cap salarial est en train de monter d'à peu près 9% par année. C'est la plus grosse hausse. Et encore une fois, la plus grosse hausse prévue pour l'année prochaine aussi, de l'histoire du cap salarial dans la Ligue nationale. Donc vraiment, comme on est dans un moment où ce que signer à long terme signifie quoi? Si le salaire, exemple, le cap salarial cette année est 95 millions. En 8 ans, là, ça se peut très bien que le cap salarial soit 150 millions, 160 millions. Ça a quasiment doublé. Les salaires qui comptent pour 15% du cap salarial en ce moment vont compter pour peut-être 8, 9. Ça change beaucoup la donne pour des joueurs qui vont se donner pour autant de temps. On n'est plus dans un contexte d'un cap salarial plat. Donc, autrement dit, pourquoi s'entendre à aussi long terme? T'es aussi bien de viser un contrat plus court? Sans se faire payer. Et c'est là la différence. Donc, si tu regardes un Luke Hughes, c'est clair qu'il veut gagner plus que son frère en ce moment, Jack Hughes. Ouais. Jack Hughes gagne 8 millions. Il a signé un contrat de 8 ans avant vraiment qu'il explose. Mais Luke Hughes, il se dit, ben voyons donc.
T'as Provorov qui a signé pour 8,5 millions, puis c'est clair que je vais être meilleur que lui dans le contexte de mon contrat. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir 8 fois 8,5? Puis là, t'as aussi le flex de son frère qui dit ben on veut tous jouer ensemble éventuellement un jour. Donc, même là-bas, ça parle de long terme, mais c'est aussi paye-moi. Donc, tout le monde attend pour voir les premiers agents libres avec restrictions qui vont signer parce que ça va setter le marché. D'ailleurs, pour un certain Lane Hudson aussi. C'est sûr que le cas Hudson va arriver rapidement. Messieurs, je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour parler du début de saison dans le hockey junior québécois. Ça a débuté en fin de semaine, les débuts du régiment à Terre-Neuve. Ils ont joué leurs 2 premiers matchs contre les Wildcats de Moncton. Premier constat, ça patine. Le rythme de jeu est très élevé, malgré le fait qu'il manquait un paquet de joueurs, comme c'est toujours le cas chaque année, partis dans les camps pro. Moi, je vais être honnête avec toi, Anthony. Tu sais, souvent, j'entends des critiques. Ça vient du côté anglophone. Ah, la LHJMQ, je vais prendre leur terme, c'est une mauvaise ligue de développement. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu n'importe quoi. Je trouve qu'il y a quand même des choses à améliorer. Le jeu défensif dans la LHJMQ s'est beaucoup amélioré depuis les 5 ou 6 dernières saisons. Mais où je peux donner raison à ces gens-là, habituellement, c'est le coup de patin. Puis quand tu parles de la LNH, c'est le principal aspect. C'est ce qui fait en sorte que tu es capable de devenir un joueur de la Ligue nationale ou que tu as de la difficulté, que tu restes dans la Ligue américaine. Et de ce que j'ai vu en fin de semaine, et j'ai quand même regardé plusieurs équipes de différents calibres. Moi, je pense que le régiment de Terre-Neuve va avoir une belle équipe. Ouais. Les Wildcats de Moncton ont ajouté beaucoup d'éléments de premier niveau. Je donne un nom comme ça, Ryan Chodzinski, un espoir de premier plan, un Américain qui s'est amené à Moncton, qui est admissible au repêchage 2026. Et j'ai regardé notamment les Tigres de Victoriaville, les Phoenix de Sherbrooke. J'ai regardé pas mal d'équipes. Et t'as raison, Anthony, le rythme, le coup de patin s'est amélioré. Dès le jour 1, les défenseurs prennent la rondelle puis ça attend pas trop là, en une seconde, paf, la rondelle est partie. T'as des relances, les gars patinent pas mal plus vite. Tout se passe vraiment à façon pas mal plus grand V. Et c'est intéressant parce que je suis allé voir un espoir dans la WHL. J'ai regardé un match entre Prince Albert et Saskatoon. Pas des grosses équipes. Sauf que je regardais le patin. Moi, la WHL, c'est le contraire. Ça a toujours été ma ligue préférée parce que ça patine et c'est très physique. Ça ressemble beaucoup au style de l'Ouest dans la LNH. Et là, j'ai trouvé, la WHL, eux, par rapport aux exodes de la NCAA, s'est fait vider de beaucoup de joueurs. Et j'ai trouvé, là, comparaison pour comparaison, que la LHJMQ patine plus en ce moment. Alors que l'an dernier, c'était complètement le contraire. On n'était même pas proche. Donc, tu vois que je pense que pour le calibre de la LHJMQ, ça va être bon pour les spectateurs, simplement avoir du hockey plus excitant, mais pour attirer des joueurs aussi, si tu vois que ça patine, que de l'exécution et que tu es capable de développer en voyant un Chodzinski, par exemple, ou je pense un Charlie Morrison, un défenseur des Remparts qui est là, qui, lui, je pense, garde son admissibilité NCAA également. Ça peut peut-être faire des petits. C'est intéressant de voir ça en fin de semaine. As-tu le temps de regarder un peu d'hockey junior, Marco? J'ai essayé de mon meilleur. Entre les différents bars à Nashville, j'ai essayé de pousser ça. J'avais mon téléphone devant moi avec un show de l'autre côté. Ce que je sais, par contre, c'est qu'est-ce que les agents m'ont dit par rapport à ce que Marty vient de nous dire. L'admissibilité NCAA. Ça l'a fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de joueurs non issus, non nés dans l'Est canadien qui jouent présentement dans cette ligue qu'auparavant. Puis on a ajouté, si je me trompe, un autre slot pour les joueurs import aussi. Exact. Donc, Troisième. Un troisième maintenant à place de 2. Donc, beaucoup plus de diversité là-dedans. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de différents styles qui s'ajoutent à cette ligue-là. Plus que, je dirais, la Ligue de l'Ouest. Et je pense que c'est là la complicité où tu as les États nord-américaines de l'Est, du Nord-Est, où il y a beaucoup, beaucoup d'équipes de la NCAA. Donc, tu as eu beaucoup de jeunes qui ne sont pas nécessairement trop loin de faire le saut, qui sont allés dans la Ligue majeure du Québec maritime. On a vu même avec Arseny Radkov que lui est dû pour aller à UMass l'année prochaine, qui est allé dans la JMQ. On verra maintenant quand est-ce qu'il peut jouer. Mais ça parle de la situation où il y a vraiment eu un influx de différents joueurs qui va faire en sorte que ça change le style de cette ligue-là. Je pense que le patin, c'est un excellent point. On l'a vu avec Joshua Roy. On l'a vu avec Jordan Dumais aussi, des joueurs qui ont eu des 130 points quasiment ou une cadence de 130, 140 points dans la Ligue majeure du Québec, de gros chiffres, mais qui arrivent dans la Ligue américaine, puis c'est pas nécessairement des gros pointeurs parce que une différence de vitesse dans ce contexte-là. Donc, créer de l'offensive est différent
dans la LHJMQ versus, mettons, la NCAA. C'est ça qui change la donne des espoirs quand ils vont évaluer à quel point un joueur excelle dans la LHJMQ versus qu'est-ce que ça veut dire quand un joueur excelle dans la NCAA. C'est correct, mais ça va changer la donne maintenant vu le changement démographique puis les joueurs canadiens qui ont fait de l'exode dans la NCAA. Ce que j'ai aimé, par contre, j'ai regardé d'autres matchs. J'ai regardé un match précisément qui était le match entre, je pense que c'était Regina qui a joué contre, et les Medicine Hat Tigers. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé Bryce Pickford, qui était un choix du Canadien dans le repêchage de 2025, un défenseur droitier, caractère offensif, 2 buts, une passe, le C sur son chandail, puis vraiment un joueur qui a tout fait pour son équipe. Écoute, les Pats, c'est pas nécessairement, c'est pas connu comme une grosse équipe, ça va pas l'être cette année non plus, mais il a vraiment dominé des deux côtés de la glace, même pour un défenseur de 6 pieds. C'est un joueur qui s'impliquait beaucoup physiquement, très bien dans les coins, puis en avantage numérique, c'est un général. Il est capable de passer la rondelle, il est capable de tirer la rondelle, il est capable d'apporter la rondelle dans la zone payante, il n'a pas peur. Ça, c'est vraiment un joueur que je crois dans la Ligue de l'Ouest, qui s'est fait vider dans une coupe de bons joueurs. C'est un joueur que lui va s'élever pour être un des meilleurs joueurs ou meilleurs défenseurs de cette Ligue cette année. Si vous avez l'occasion d'aller voir son but, j'ai pas regardé le match, là, mais son premier but, là, quel lancer! On parlait de son lancer, là, à quel point c'était une de ses grosses qualités à son repêchage, mais allez voir ce but-là, c'est vrai. Là. Je me suis fait envoyer un texto, puis je regardais même pas le match. Je me suis fait envoyer un texto par un recruteur de l'Ouest qui m'a dit Logan Who? Oh, quand même, hein? En termes de tir, là, en termes de boulet de canon, là, c'est pour ça qu'il a dit comme je vois qu'est-ce que le Canadien a fait ici. Ouais, maintenant, on verra qui ça donne. Là. Je dis pas que c'est un assuré de la Ligue nationale, mais en termes d'espoir, en termes d'habileté offensive, si on regarde ces deux joueurs-là au même âge, je pense que Bryce Pickford, offensivement, on verra côté robuste puis côté adaptation de la Ligue nationale, mais offensivement, a beaucoup de les mêmes outils. OK, intéressant. Encouragez vos équipes juniors. C'est tellement un bon produit à offrir, c'est certain. D'ailleurs, dans l'extra Patreon, dans les calepins de Tony, je vous fais part de quelques observations de mon cru sur mes observations des matchs de hockey junior que j'ai vus en fin de semaine. Là-dessus, on va compléter notre épisode numéro 2 avec ta perle de la semaine, Marty. Qui as-tu à nous présenter? Ben, premièrement, Tony, non pas mal moins compliqué que l'an dernier, que la semaine dernière. Ça, c'est clair. Ouais, c'était pas évident. C'est clair. Je ménageais un polypaiement pour les bandeaux et tout ça. Donc, là, on a un défenseur letton, mais qui évolue en Finlande plutôt. Albert Smith, on le sait, là, les lettons, tu rajoutes des S dans tous les noms. Donc, c'est Albert Smith, mais avec des S un peu partout. Mais Albert Smith, ce que j'ai trouvé intéressant, lui, c'est un late, donc c'est quelqu'un qui est né à l'automne 2007. Mais premièrement, allez voir ses statistiques. Là, aucun point, 2 matchs, fiche de -4 dans la Liga finlandaise, qui est une ligue professionnelle, mais dans la ligue des moins de 20 ans, 10 points en 5 matchs. C'est un défenseur de 6 pieds 3 pouces et 203 livres, Albert Smith. Donc, 10 points en 5 matchs, c'est le deuxième meilleur pointeur de la ligue. C'est un défenseur. Et pour l'avoir vu jouer, son style offensif est flamboyant. C'est intéressant. J'ai hâte de voir comment il peut se développer. La qualité de ses mains, de la façon qu'il place la rondelle dans un espace très restreint. Donc, s'il voit qu'un joueur qui l'attaque, de le placer derrière le défenseur pour se donner plus d'espace, pour être capable de la récupérer et faire des jeux, il est incroyable. Quelqu'un qui transporte la rondelle, quelqu'un qui se joint aux contre-attaques. Puis parfois, le jeu, il est coupé en zone neutre, puis il décolle quand même immédiatement. C'est un gars, moi, je trouve que pour le potentiel offensif, les mains, le flair de se porter à l'attaque et le fait qu'il ait le gabarit, donc physiquement, il est capable de s'en sortir. C'est quelqu'un qui est capable de faire le travail un peu à 1 contre 1. Je trouve qu'il a des atouts franchement intéressants. On le sait, les Lettons ont peut-être moins de profondeur. Ils devraient représenter la Lettonie au championnat mondial de hockey junior. Ça va être intéressant à suivre. La seule chose avec Albert Smith, je dirais, c'est parfois les prises de décision. Je trouve que parfois, dans sa zone, il est un peu trop perdu. Il va tenter justement d'aller mettre de la pression un peu trop rapidement, mais là, il ne comprend pas que c'est nécessaire. Il doit rester devant le filet. Il y a certaines situations que c'est moins évident et il peut se mettre dans le pétrin. Sauf qu'en même temps, on est au mois de septembre. Il a le temps d'améliorer ça davantage. Là, je l'ai mentionné, tellement il était bon au début de saison dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans
qui a réussi à obtenir 2 matchs dans la Liga finlandaise. Moi, je pense qu'il va simplement être capable d'en disputer davantage. Et donc, avec l'expérience, les hommes, le fait que ça va plus vite et tout ça, je vous le dis, Albert Smith, présentement, moi, je pense que c'est un candidat pour le top 20 du repêchage 2026. On se dit que c'est une cuvée de défenseurs. Je peux t'en nommer 7-8. Mais là, Albert Smith, moi, selon moi, se rajoute dans ce groupe-là. Pas top 10 pour l'instant. Je trouve qu'il y a des carences défensives. Mais surveillez-le parce qu'offensivement, il présente vraiment de belles qualités. Là. C'est intéressant à dire parce que on parle dans Finlande, c'est une glace hybride. C'est pas une grosse glace, c'est pas la glace internationale comme, mettons, la Suède. Donc, il y a un petit ajustement à faire aussi côté défensivement dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, un défenseur qui est capable de faire 2 points par match dans la Mestis, si je me trompe, c'est Mestis? Non, le terme, c'est SM Saria. La Mestis, c'est la deuxième division. C'est la deuxième division. Ouais. Sur la SM2, qui est vraiment pour moi intéressant. Si tu as un défenseur à caractère offensif, c'est très difficile de tailler une place dans la Ligue finlandaise, donc la Liga. C'est extrêmement difficile parce que c'est tellement une ligue défensive de caractère. Même les attaquants sont plus défensifs. C'est pour ça que quand tu vois les chiffres d'Alexander Barkov dans cette ligue-là, quand il avait 18 ans, c'est hallucinant à voir. Il se marque pas de but. Il se marque pas de but. Il y a grande majorité, même Slavkovski, la grande majorité des équipes n'ont pas des joueurs d'1 point par match. Donc, quand tu as un défenseur à caractère offensif, moi, j'ai pas peur côté développement dans ce contexte-là, parce qu'il va apprendre le côté défensif, tu n'as pas le choix. Donc, c'est intéressant de voir sa progression parce que c'est un joueur qui a été mentionné ici, que j'ai envoyé des textos juste avant le show. J'ai hâte de recevoir les commentaires des recruteurs là-dessus parce que c'est très intéressant de voir des joueurs de pays, disons, non traditionnels, même si les Lettons ont quand même battu le Canada récemment. Et de voir le développement dans ce contexte-là, parce que ça part de glace internationale à hybride et éventuellement une glace nord-américaine. Ça va être beau à voir. Je comprends que la barre n'est pas super haute. Là. La Lettonie n'a pas produit des grands joueurs de hockey dans son histoire, mais si ça se passe comme on peut le penser, disons que c'est un espoir top 20 qui est capable d'ajouter de l'attaque. Là. Selon moi, le meilleur joueur letton de tous les temps, c'est Sandis Ozolin. Probablement, ouais. Mais Albert Smith, ça a peut-être le potentiel d'être le deuxième. Là. Je comprends qu'il n'y a pas une grande profondeur de joueurs lettons qui ont percé la LNH, mais c'est dire à quel point c'est intéressant. Là. OK. Merci pour cette découverte, mon cher Marty. On va le suivre de près. Ça va compléter, messieurs, pour notre 2e épisode. Content de t'avoir eu en chair et en os, mon ami Marco. Juste en os. Juste en os. Ma chair est finite. Alors, on continue de suivre les Cannes de la Ligue nationale. Il y a énormément de matchs de hockey à se mettre sous le nez cette semaine, entre autres pour le Canadien, qui va jouer à 3 reprises en avant qu'on se reparle. Donc, on aura assurément des observations à faire sur le camp du Canadien quand on enregistrera un nouveau podcast la semaine prochaine. À mon nom, Anthony Marcotte, à celui de Martin Thériault et à celui de Marco D'Amico, on vous dit merci. Mais avant, puisque j'étais sur le point de l'oublier, vous parlez à nouveau de la gamme Response des bâtons TPS. La promotion est encore en vigueur. On fait tirer 2 bâtons. Vous avez juste à commenter TPS dans nos commentaires via YouTube. Ils sont juste en arrière de nous. C'est des bâtons qui vous en donnent plus de contrôle, moins de vibrations. Un petit snap satisfaisant qui te dit que tu as frappé juste. Tout est là pour que tu bouges vite, que tu vises juste et que tu gardes le contrôle. Le style, la précision et l'impact TPS donnent son 100% à chaque présence, que ce soit pour décocher un tir parfait ou bien stopper une rondelle comme un mur. Voilà pour TPS, la gamme Response. Merci de nous avoir écoutés, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.